Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce club francophone, votre émission consacrée aux livres et à la francophonie. Nous allons vous faire voyager et vous informer depuis les studios de TV Monaco avec ce rayonnement international à travers nos séquences et reportages avec de grands auteurs. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale avec un entretien-reportage grand format consacré au prix Nobel de littérature Jean-Marie Gustave Leclésio en plein quartier latin à Paris. Quand j'ai commencé à le lire, j'ai été ébloui par la façon d'écrire de Rulfo. C'est un mélange un peu comme Céline, un mélange de langage parlé et de langage écrit, mais alors très écrit. Et j'ai été complètement subjugué par cette façon d'écrire. Nous irons avec Jean-Marie Gustave Leclésio à la Maison de l'Amérique latine et au Centre national du livre. Et puis nous rendrons hommage à une grande dame de la poésie et de la littérature. Vénus Kourigata nous a quittés fin janvier. Franco-libanaise, elle a marqué le monde de la littérature francophone avec une œuvre considérable. Vous retrouverez tout à l'heure notre club de lecture aussi avec des passionnés de livres, dont un jeune lecteur lycéen, un lecteur passionné et les pépites des libraires. On part donc tout de suite à Paris pour un grand moment culturel avec Jean-Marie Gustave Leclésio. Bonjour Jean-Marie Gustave Leclésio. Bonjour Emmanuel. On est à côté du boulevard Saint-Germain ici. Vous êtes un écrivain, alors je vais vous situer un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Écrivain franco-mauricien, né à Nice, auteur d'une cinquantaine de livres, prix Nobel de littérature en 2008, traduit dans le monde entier, un écrivain libre, voyageur, souvent pieds nus. Qu'est-ce que vous diriez de vous si vous deviez vous présenter, vous ? Que je suis un marin sans bateau et un aventurier sans aventure. C'est pas mal. Vous créez les aventures. Oui, je les crée en écrivant, en rêvant, en rêvassant même. On va aller du côté de la Maison de l'Amérique latine. On va parler de votre nouveau livre, Trois Mexiques. Je me souviens, un jour, on était à Séoul tous les deux. On marchait comme ça, comme on le fait là. Et vous m'aviez dit aimer partir pour mieux revenir. Oui, mais revenir où? C'est ça la question. C'est ça la question. Oui. Oui, partir, c'est bien. Le moment où on décolle, où on lâche l'amarre, où on se sépare de la rive, ça c'est le bon moment. Oui. Mais après, l'incertitude vient parce que quand on part, il faut toujours revenir. Mais il y a un poème de Wang Wei que j'aime beaucoup, dans lequel il dit, bon, je résume, il dit à la fin du poème, je suis sur ma pirogue, je suis sur mon bateau, et je flâne. Peut-être que je ne reviendrai jamais. Alors ça me plaît, cette idée. Je vais faire une confidence, Jean-Marie. Quand je suis avec vous, je sais que vous êtes pleinement avec moi. Et en même temps, j'ai toujours l'impression que vous êtes un peu ailleurs, que vous pensez déjà à l'après, au moment d'après. Oui, c'est vrai que pour moi, l'écriture est une bonne pratique. Parce que l'écriture, c'est toujours en projection. Ouais. Au moment même où on écrit une phrase, on pense à la prochaine. Ouais, c'est ça. Au moment où on termine une page, on pense à la suivante. Et on pense même au prochain livre qu'on va faire. Quelquefois, tout ça s'en mêle. C'est bien. Ouais. C'est une forme d'impatience, ça, ou oui, c'est un état d'esprit? Alors, vous êtes bélier, hein, vous êtes né le 13 avril, je crois. Oui. Impatient, du coup, je sais parce que je suis bélier moi aussi, donc j'imagine bien. Impatience, parfois colère aussi. Ouais. Nous sommes coléreux. Les béliers, nous sommes coléreux. C'est pas ça, non, c'est pas vrai. Non, vous n'êtes pas coléreux? Pas du tout. Ah, moi, je suis terriblement coléreux. Et je l'ai été du moins jusqu'au moment où j'ai fait connaissance de mon père, qui était un homme extrêmement sévère, et il n'admettait pas que les enfants se mettent en colère. Quand ils se mettaient en colère, il punissait sévèrement. Donc j'ai dû contrôler, et depuis ce moment-là, je contrôle ma colère. Je ne me bats plus, je me battais beaucoup. Ouais. Ah oui? Oui. Vous battiez? Je me battais. Avec les poings? J'ai été renvoyé d'une école communale parce que j'avais cassé la dent d'une fille. D'une fille? Oui, d'une fille, je l'ai boxée. On n'a aucun respect. Hein. Personne ne fait ça. Et pourquoi vous aviez fait ça? Parce qu'elle était plus grande et plus forte que moi. Pour ça. Ça justifie pas du tout. Ouais. Bon, allez, on va aller parler de votre livre Trois Mexiques. Qui rend hommage à la littérature mexicaine et à trois auteurs en particulier. Nous allons y venir. Nous arrivons à la Maison de l'Amérique latine.
Bonjour, monsieur Vitrani. Bonjour, monsieur. Plaisir de vous Chez voir. vous ici, et donc c'est difficile de vous accueillir chez vous. Mais en tout cas, on est très heureux que vous soyez là. Merci beaucoup. Bonjour François Vitrani. Merci Bonjour. beaucoup de nous recevoir ici à cette maison de l'Amérique latine. Vous êtes le directeur de cette maison, une maison qui établit finalement une passerelle entre l'Amérique latine et la France, sur le plan Exactement. culturel, mais aussi sur le plan diplomatique, Sur tous les plans. sur tous les plans. C'est là où tous les écrivains, les poètes, les artistes, et y compris d'autres acteurs, des diplomates, des hommes d'affaires, etc., se rencontrent. Et elle a été créée, vous savez, après, à la libération de la France, pour témoigner de la reconnaissance de la France pour le rôle que l'Amérique latine avait joué dans les efforts de libération de la France. C'est là qu'il y avait le plus de comités de la France libre dans le monde. Il y a une autre personnalité, grande personnalité de la littérature qui était fascinée par l'Amérique latine. C'est la grande poétesse franco-libanaise Vénus Corrigata, qui nous a quittés fin janvier. Elle était votre amie. Et alors, il y a un hasard l'aimait incroyable. On va vous raconter ça dans un instant, puisque la salle dans laquelle nous allons être, il y a une œuvre, et cette œuvre est en résonance totale avec Vénus Corrigata. Ce club francophone ici à la Maison de l'Amérique latine pour rendre hommage également à Vénus Corrigata, grande poétesse que l'on a bien connue, Jean-Marie Gustave Leclésio et moi, et on rejoint Isabelle Gallimard aussi qui est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci beaucoup, vous étiez son éditrice préférée. Elle parlait de vous tout le temps et c'est vrai qu'il y a un lien très fort. On va parler de ce recueil, Ceux d'Amazonie, puisqu'on est à la Maison de l'Amérique latine. Et il y a un hasard incroyable, c'est qu'on est dans une salle où il y a une œuvre en ce moment. Et cette œuvre est signée Isabelle de Obaldía. Et il faut savoir qu'Isabelle de Obaldía fait partie de la famille de René de Obaldía, qui fut membre de l'Académie française, décédé à 102 ans, je crois, et qui était un ami intime, très proche de Vénus Corrigata. Cette histoire est incroyable. Et Jean-Marie Gustave Leclésio, vous avez vous aussi un lien avec René de Obaldía. Oui, on s'est vu pas très souvent, mais très régulièrement, parce que nous appartenions tous les deux au jury du Grand Prix de la francophonie, des 5 continents. Près des 5 continents, oui. Et donc, régulièrement, pour une raison, je ne sais pas, René de Obaldía était assis à côté de moi, à la table des délibérations, et c'était un homme extrêmement drôle, plein d'humour, de sarcasme. Et il était tout à fait, à mon avis, tout à fait en phase avec Vénus. Vénus qui est une personne remarquablement humoriste et pince sans rire. Vénus Corrigata, primée dans le monde entier. Je ne vais pas citer tous ses prix parce qu'il y en a énormément. Grand prix de l'Académie française, prix Goncourt de la poésie, prix Prince-Pierre de Monaco pour l'ensemble de son œuvre. Et on a décidé de lire des poèmes de son dernier recueil. On commence par qui? Par Isabelle, par Jean-Marie? Isabelle? Comme tu veux. Donc extrait de Ceux d'Amazonie, Voilà, dernier Ceux recueil. d'Amazonie, qui était son dernier recueil publié l'année dernière. Comment apaiser les craintes du figuier aux orteils tordus? Le protéger du seul moineau qui n'a pas quitté le pays? Et comment savoir si ceux qui ont migré sur l'autre versant du pays ont gardé la clé? Nous guettions le bruit de leurs semelles, le cliquetis de leurs porte-clés. Un ray de lumière à travers une latte, nous frappions à leurs fenêtres, cognions sur les murs les nuits de grande frayeur. Nous évitions de fouler, écouter son chuchotis, sa surdité la protégeait du vacarme de la guerre. Une procession de fourmis, les chars de combat vus de loin, la guerre au bout de notre rue, muette, insidieuse, criait en elle-même pour sa seule crédibilité. Voilà, donc c'est le dernier poème de ceux d'Amazonie, de Vénus Corrigata, qui préfigure donc, elle avait quitté le Liban dans les années 70 pour fuir la guerre civile et aussi pour suivre peut-être le carcan de la bourgeoisie libanaise dont elle se sentait prisonnière, enfermée, surtout suite aussi, comme tu sais, à ce qui est arrivé à son frère. Ouais. Victor, qui était poète, voilà, homosexuel, et maltraité par son père. Plus que ça, même. Plus que ça, parce que puisqu'il l'a a conduit été à la mort. interné, lobotomisé,
Et ça a été un drame pour Vénus. Et c'est sans doute ça qui a été aussi, sa vocation est née à ce moment-là. Parce que elle avait beaucoup d'admiration pour son frère, elle a donc, à ce moment-là, elle a pris la plume à sa place. Elle s'est autorisée d'écrire de la poésie. C'est pour ça que la mort est omniprésente dans son œuvre. C'est une poésie assez sombre, hein. Teintée d'humour parfois, mais assez sombre. Jean-Marie Gustave Leclésio, on a choisi pour vous et avec vous un poème sur les sorciers dans ceux d'Amazonie. Tenez. Je suis très ému de prêter ma voix à Vénus parce que c'est elle qui aurait dû venir là lire ce poème. Il faut l'imaginer qu'elle est présente. Le sorcier, un dieu à sa façon, ajoute un autre. Il met en fuite les orages, tabasse les nuages, les traîne jusqu'à terre par les cheveux, les appelle brouillards. Rien ne lui résiste, ajoute son voisin. Il ordonne à la pluie de pleuvoir partout, sauf sur sa paillote, et la pluie obéit. Le sorcier, à l'origine, était guérisseur, dit celui qui croit tout savoir. C'est tout guérir, même la maladie du moustique. Sur son étagère voisine, épines de chardon, venin de serpent, crachat de vieux crapauds, salive de jeunes lézards, savant mais prudent, s'exerce sur des figurines d'argile. Merci beaucoup Jean-Marie Gustave Leclésio pour cet hommage. Merci Isabelle Gallimard de nous avoir rejoints ici. Bon, il y a 3 personnalités, 3 figures de la littérature du Mexique qui sont évoquées dans le livre de Jean-Marie Gustave Leclésio. On va en parler dans une autre salle de cette maison, Jean-Marie, avec une certaine Juana Inés de la Cruz. La suite de ce club francophone avec Jean-Marie Gustave Leclésio autour de son livre 3 Mexiques, ici à la Maison de l'Amérique latine. On va parler donc d'une personnalité qui est fantastique selon vous, Jean-Marie Gustave Leclésio. C'est Juana Inés de la Cruz, qui est une jeune fille née au milieu de nulle part, écrivez-vous, entre les montagnes, dans un village qui n'est même pas inscrit sur les cartes. Et pourtant, elle a une œuvre considérable qui a transformer finalement votre regard sur la littérature latino-américaine. Oui, ça a été une des premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivé à Mexico. Et ça s'est joint à ce que je lisais à l'époque, étaient également les chroniques des moines espagnols en poste à la Nouvelle-Espagne. Et donc les deux ensemble m'ont permis d'accéder au Mexique. Et là, j'ai découvert cette femme extraordinaire qui a écrit des poèmes d'amour alors qu'elle était enfermée dans un couvent. Alors c'est ça le grand paradoxe. Oui, des pièces de théâtre. C'est que pour retrouver sa liberté, elle entre en religion. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand on a 16 ans, qu'on est dans cette Nouvelle-Espagne, au Mexique, à 16 ans, on est marié de force. Et elle trouve ça inadmissible, inconcevable. Donc, elle va entrer en religion, elle va aller dans un couvent, et là, elle demande l'accès au savoir. C'est ça son histoire. Oui, et elle choisit l'ordre le plus restrictif, qui est l'ordre des Carmélites, fondé par Sainte Thérèse d'Avila, où les femmes, les cheveux rasés, sont pieds nus dans des sandales, mènent une vie très dure. Elle y est restée quelque temps, 5-6 mois à peu près, et elle a demandé à changer parce qu'elle ne pouvait pas écrire. On n'avait pas le droit d'avoir du papier et une plume. Elle n'avait pas le droit de posséder des livres en dehors de la Bible. Donc elle a demandé à changer. Elle a demandé à aller à Mexico. Elle est arrivée à Mexico. Et là, elle devient la préceptrice de la fille de la vice-reine de la Nouvelle-Espagne. Voilà, donc elle entre finalement dans la cour du roi, c'est ça? Elle rentre dans la cour du vice-roi. Et le vice-roi en Nouvelle-Espagne, c'était plus important que l'un des deux rois d'Espagne. C'était quelque chose d'extrêmement puissant. Au bout de cette année passée dans le palais, elle décide qu'il y a un seul moyen, comme vous l'avez dit, pour ne pas être mariée, pour pouvoir vivre indépendamment, c'est d'être en prison et donc d'être au couvent. À partir de là, elle sera dans le silence, mais elle change de vie, c'est-à-dire qu'elle se consacre entièrement à l'éducation des jeunes nonnes qui entrent dans le couvent. Toute sa vie a été en fait consacrée à l'amour des autres, l'amour de la poésie et l'amour de Dieu à travers sacrifice qu'elle fait. On va aller dans un autre endroit qui est à 5 minutes d'ici et puis on va évoquer une autre figure formidable pour vous, le plus grand écrivain, l'un des plus grands écrivains qui est aussi d'origine mexicaine. Nous
Voilà, arrivé au Centre national du livre, Jean-Marie Gustave Leclézieux, un lieu qui porte la littérature, le livre dans son ensemble, la bande dessinée, les événements, les libraires, tout ce qui a trait au livre. Vous ne connaissiez pas cet endroit ? Je ne crois pas être déjà venu, mais bon, je n'ai pas une bonne mémoire, mais je suis impressionné par la beauté de l'endroit. C'est magnifique. Il y a des lucarnes mansardées qui sont de très grande beauté et une volée d'escalier qui va jusqu'au toit. À l'étage, donc, Jean-Marie Gustave Leclézieux, ici au CNL, avec l'une des bibliothèques du CNL. Il y a des bibliothèques partout ici. Vous vous sentez bien dans ce bâtiment, hein ? Vous l'aimez bien ? Oui, au milieu des livres, je me sens très bien. Alors, il y a votre livre, Trois Mexiques, Juan Rulfo, c'est un personnage incroyable. Vous dites que c'est l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Je cite, celui qui a changé quelque chose à la littérature, a inventé une nouvelle voie, loin de toute école. Vous y allez fort avec Juan Rulfo. Hein ? Oui, oui. Quand j'ai commencé à le lire, j'ai été ébloui par la façon d'écrire de Rulfo. C'est un mélange un peu comme Céline, un mélange de langage parlé et de langage écrit, mais alors très écrit. Et j'ai été complètement subjugué par cette façon d'écrire. J'ai commencé par un des contes qu'il a publié en premier dans une petite revue qui s'appelait « Nos han dado la tierra », « On nous a donné la terre ». Et j'ai lu ça et c'était un choc véritablement. Céline écrivait pour lui-même, pour régler des comptes, parce qu'il avait vécu la guerre de 14. Eh bien, Rulfo a écrit pour régler les comptes avec ceux qui avaient tué son père, ceux qui avaient torturé son grand-père et ceux qui pensaient qu'il dirigeait le pays. Mais c'était aussi un homme complexe, difficile, torturé. Moi, je l'ai appelé un enténébré parce qu'il a les ténèbres près de lui. Et les ténèbres ont surnagé à un moment donné dans sa vie. Il est devenu alcoolique. Il s'est adonné à l'alcool, mais de façon désespérée. Sa famille l'a interné pour lui faire subir des électrochocs pour le guérir de l'alcoolisme. Et c'est quelque chose de très dur. J'ai subi moi-même des électrochocs il y a longtemps. Et je dois dire que c'est très désagréable. Pour l'alcoolisme. Et j'ai essayé d'imaginer ce qu'il avait vécu en rapport avec ma propre expérience. Mais pourquoi vous avez subi des électrochocs ? Parce que j'avais des problèmes, pas d'alcoolisme, des problèmes qu'à l'époque on pensait guérir au moyen de secousses cérébrales. Bon, c'est un épisode de ma vie dont je ne suis pas fier. Mais, et vous aviez quel âge ? J'avais une vingtaine d'années. Ah oui. Ça a donné un grand écrivain, prix Nobel quand même. Ça m'a permis de me relier à lui et de comprendre ce qu'il avait vécu. Mais bien sûr, son écriture est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est une écriture totale, une écriture qui... ah oui, vous êtes enflammé sur son écriture. Qui emporte, c'est une écriture qui ne vous laisse pas indifférent. Je voulais terminer sur l'actualité récente, Jean-Marie, avec l'Amérique latine qui est en proie à la folie de Donald Trump. Il y a un orgueil énorme du côté de l'administration Trump de croire qu'ils peuvent diriger le monde. Les pays de l'Amérique latine n'ont jamais prétendu diriger le monde. Ils savent ce qu'ils doivent au monde et donc ils ne prétendent pas diriger. Mais tout de même, il faudrait rappeler que la constitution du Mexique, par exemple, est une des plus belles constitutions juridiques du monde, qui a inclus dans les articles de la Constitution la protection des rivières et des rivages de la mer. Quelle est l'autre constitution qui s'intéresse à la nature, à la protection de la nature ? Donc, il y a des bons exemples donnés par l'Amérique latine et je crois que de l'autre côté de la frontière, on devrait les écouter davantage. Parce que si les pays d'Amérique latine perdent l'équilibre, c'est le monde entier qui perd l'équilibre. C'est évident. Merci beaucoup Jean-Marie Gustave Leclézieux pour cette déambulation entre la Maison de l'Amérique latine, le CNL. Ici, on remercie d'ailleurs toutes les équipes du CNL de nous avoir accueillis et à l'Amérique latine évidemment. Merci Jean-Marie. Une nouvelle étape ensemble. Merci Emmanuel Kéran. Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir écouté, de m'avoir lu.
Après cette escapade avec le prix Nobel Jean-Marie Gustave Leclésio, retour en studio à Monaco avec notre club de lecture composé comme d'habitude d'un lecteur, d'un lycéen et d'une libraire pour les pépites des libraires. Bonjour Patrick Dalmasso. Bonjour. Vous êtes un lecteur passionné, vous êtes retraité de la Poste, vous vivez à Cagnes-sur-Mer et il y a un livre qui vous a particulièrement marqué, qui a peut-être aidé votre vie ? Oui, il y a des livres comme ça que l'on lit et on sait exactement quand est-ce qu'on les a lus, où on était quand on les lisait. Et ce livre-là, il fait partie de ces livres que j'ai particulièrement appréciés. C'est Une vie française de Jean-Paul Dubois. Ouais. C'est un livre qui est sorti en 2004 et que j'ai lu à l'été 2005. Je sais exactement où j'étais. J'étais en Toscane à l'époque et je me souviens de ce livre parfaitement. C'est un livre à la fois intemporel, je dirais, qui brosse toute une partie de notre vie à tous, puisque le héros de ce livre, Paul Blic, est né dans les années 50, et en même temps qu'on va suivre son évolution, sa vie. De l'âge de 8 ans jusqu'à 54 ans. Jusqu'à la fin de sa vie. On va également en parallèle suivre l'évolution de la France et de la politique française. D'ailleurs, tous les chapitres de ce livre commencent par le nom d'un président de la République. Et donc, on va se retrouver à la fois dans cette histoire de France qu'on a vécue, à laquelle on a participé, avec les aléas politiques, et en même temps, cette intimité que l'on retrouve chez ce héros, auquel on pourrait tous ressembler, puisque c'est un héros, on va dire, entre guillemets, comme souvent chez Jean-Paul Dubois, un loser magnifique, on va dire. Oui, puis c'est un peu lui aussi, il se met un peu en scène. Exactement, on pourrait penser que c'est lui aussi. Parce que quand sort le livre, il a 54 ans. Exactement. Et le personnage, en fait, on va jusqu'à 54 ans. Il a le prix Femina, d'ailleurs, l'année de sa sortie. Et Jean-Paul Dubois, il a des messages toujours très politiques. Il dit d'ailleurs qu'écrire pour lui, c'est faire de la politique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages, notamment dans Une vie française. Exactement, il y a beaucoup de messages et au travers de l'évolution de ce personnage, on a aussi on se retrouve dans ces personnages-là, je trouve, avec leur côté un petit peu désenchanté, un petit peu les échecs qu'on peut avoir dans la vie, les réussites, les joies et puis finalement les rêves un peu inaboutis. Merci pour ce conseil de lecture. Merci beaucoup. Écoutez, merci à vous. Place aux dames avec Frédéric Flotte, qui est libraire à Charlemagne, dans la librairie Charlemagne à Toulon en France. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment allez-vous Frédéric ? Très bien, merci. Bon, on commence avec une série de livres de recettes pas comme les autres. Oui, alors on commence par les éditions de l'Épure. Voilà. Éditeur qui existe depuis un peu plus de 30 ans et qui a une collection qui s'intitule 10 façons de le préparer. On va commencer, il y a des titres, la banane, le café, l'orge, ça peut être des fleurs, des poissons. D'accord, et c'est dans thématique. Les derniers sortis, quand même, le cul, 10 façons de le préparer. Le quoi, J'ai pas pu résister. Le cul. Le cul. Mais le cul... Plutôt que de faire des blagues, autant le cuisiner. Qu'est-ce que c'est que ça ? Avec, par exemple... Mais vous déraisonnez, vous savez qu'on est regardé par le grand public, Frédéric. Mais très, très raisonnable, puisqu'on peut apprendre à cuisiner la raie bordée de nouilles. Ce sont de véritables recettes, il n'y a pas de photos, pas d'illustrations, sur de très beaux papiers. L'un sur le côté, c'est une très très belle collection de livres de cuisine. Pas, il doit y avoir la selle d'agneau aussi, puisqu'on est dans le... Exactement. Oui, exactement. C'est ça, oui. Il y en a plusieurs. Oui. La raie bordée de nouilles étant voilà. Très bien, je vous remercie. Merci Frédéric. Je suis pas sûr qu'on ira vers ce livre-là, mais bon, tant que ça reste sur les fesses, tant que ça va pas plus loin, tout va bien. Mais je crois que ça va plus loin en plus, parce que j'ai vu passer un autre titre qui concerne l'anatomie masculine. J'irai pas plus loin. Mais des recettes avec vraiment des recettes à cuisiner. C'est ça. Avec, bref, vous aurez compris. On termine avec un roman, Frédéric, avant que l'émission ne s'arrête définitivement. Après Jean-Paul Dubois, un magnifique écrivain, Hugo Lindenberg, qui signe son 3e roman, Les années souterraines. Il avait eu le prix du livre inter pour Un jour ce sera vide sur son premier roman. Il a une écriture incroyable. Les années souterraines sont un plongeon dans l'enfance pour le narrateur qui a passé la quarantaine et qui n'a pas réglé tous ses comptes avec son enfance. D'accord. C'est magnifique. Il a c'est porté par une écriture, l'histoire à la limite, mais c'est Bon, c'est aux éditions Flammarion, je crois. Les années souterraines. Merci beaucoup, Frédéric.
Merci. Merci de nous avoir mis dans l'embarras. Je rappelle que vous êtes libraire à Toulon. Oui, voilà. Dans la librairie Charlemagne. Je plaisante. Exactement. On a le droit de parler de fesses dans cette émission aussi, à partir du moment où on les cuisine en plus. À bientôt, Frédéric. On va s'arrêter là. Merci. Au revoir. Sans transition, bien sûr. Nous donnons aussi la parole aux lycéens dans cette émission chaque semaine. C'est une catastrophe. Bonjour, Philippot. Bonjour. Comment vas-tu? Tu cuisines un petit peu? Un tout petit peu, mais que des pâtes. Que des pâtes? Que des pâtes. Des pâtes et des légumes. Très bien, c'est bien. Tu as 17 ans, Philippot. Tu es en terminale au lycée François d'Assise Nicolas Barré à Monaco. Et il y a un livre qui a illuminé ta vie. C'est un grand classique. Oui. Et bien, ce livre est La princesse de Clèves, donc de Madame de La Fayette, qui a été écrit au XVIIIe siècle, donc il y a longtemps maintenant. Oui. Et il parle donc de l'histoire de cette femme. 17e siècle. Hein. 17e, excusez-moi, oui. Pardon. 78. Il est sorti en 1678. Oui, c'est bien ça, excusez-moi, je me suis trompé. Je t'en prie, vas-y. Et donc? Donc, eh bien, je pense que vous connaissez tous l'histoire, mais il s'agit de cette femme qui tombe amoureuse donc de ce duc, le duc de Nemours, mais malheureusement, elle est déjà mariée à un autre homme. Mais elle est extrêmement vertueuse. Elle a plein de qualités, elle porte du respect envers son mari, envers tous les hommes d'ailleurs, et elle décide donc de sacrifier son amour en vivant une vie qui est à la fin malheureuse, pour justement mettre en première place dans sa vie la vertu, l'honneur et toutes ces qualités qui, d'une certaine manière, ne sont plus présentes aujourd'hui. C'est grâce à ce livre que Balzac a pu ensuite s'inspirer de la vie quotidienne. Alors là, on est à la cour du roi, hein. Ça se passe dans une période très historique et en même temps, c'est un des premiers romans psychologiques, tu savais ça? Oui, un des premiers romans psychologiques. On voit très bien plutôt ce que pense le personnage. On a son point de vue, on a un narrateur omniscient qui nous dit le point de vue donc de Mademoiselle de Chartres, qui devient ensuite Madame de Clèves, et des autres personnages aussi, et c'est la partie la plus intéressante à la fin. D'accord, c'est ça qui t'a plu le plus? Oui, ça m'a plu beaucoup, mais je dois dire qu'en soi, la partie, le final, le grand final, qui est en réalité une tragédie, est ce que j'aimais le plus. Parce que d'un côté, la fin est bien sûr malheureuse, mais de l'autre côté, elle réussit justement à maintenir toute cette vertu qu'elle a accumulée tout au long du roman. Bon, merci Philippot pour ce conseil de lecture. Je rappelle que tu as 17 ans et que tu es au lycée Nicolas Barré de Monaco. Il nous a épatés. Hein. Je suis d'accord, il m'a épaté. Dalmasso est incroyable. C'est pour ça que j'aime faire cette émission. C'est grâce à des lycéens comme Philippot qui nous donnent envie de lire des livres classiques et puis d'autres. Bravo, on te souhaite bonne chance pour le bac. Tu as eu de bonnes notes au bac français, donc ça devrait aller. Oui, bah oui, si, ça va. Oui. Largement la moyenne, au-dessus. À bientôt, Philippot. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et en podcast. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. Bonne semaine ou bon week-end à vous tous. À la semaine prochaine.